Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Vous allez nous dire ce soir pourquoi vous êtes favorable à l'élection de François Fillon plutôt qu'à celle de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Et puis on va parler aussi évidemment de la gauche, du gouvernement Ayrault et de François Hollande. Et pour débuter cette émission, je voudrais vous faire entendre des propos tenus par Harlem Désir, le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste, qui attaquait très vivement François Fillon après la déclaration que l'ancien Premier ministre avait faite lors de l'émission sur France 2 concernant un plan social à PSA qui aurait été retardé par Nicolas Sarkozy pour cause d'élection présidentielle. Voici ce que disait Harlem Désir. C'est un véritable mensonge industriel d'État, c'est un scandale, c'est une faute inexcusable qui montre que la droite n'a absolument aucune leçon à donner en matière d'économie. Mensonge d'État. Je ne comprends même pas cette polémique. Il faudrait qu'on s'excuse de s'être battu pour avoir empêché des destructions d'emplois. Il faudrait qu'on s'excuse pendant 5 ans d'avoir eu un Nicolas Sarkozy qui a été sur tous les fronts pour essayer d'interdire le déroulement de plans sociaux. Il faudrait qu'on s'excuse qu'en moins de 6 mois, le gouvernement Ayrault, lui, ait été incapable d'arrêter un des plans sociaux les plus importants de l'industrie automobile de la France. Je ne comprends même pas. Moi, je vais vous dire ce que je dénonce, et qui me semble beaucoup plus grave, c'est l'impuissance d'État, où on a le sentiment que M. Ayrault, que M. Hollande sont les spectateurs des destructions d'emplois dans l'industrie automobile. Mais certains ont compris que François Fillon expliquait que Nicolas Sarkozy avait dit au PDG de PSA, écoutez, annoncez ça après l'élection présidentielle. Vous savez, M. Mazerolle, j'en ai un souvenir très précis. J'étais ministre de l'Emploi au moment où on a eu les premiers chocs sur l'automobile. Quelle était la vraie différence? La vraie différence, c'est que Nicolas Sarkozy n'allait pas devant les télés pour injurier le patron de PSA ou le patron de Renault. Par contre, il les convoquait. Et il les convoquait pour leur dire « on va vous aider, mais on veut que vous gardiez les emplois ». La démarche qui a été faite par Hollande et Ayrault est exactement l'inverse. Ils ont cloué au pilori les entreprises automobiles pour ensuite devoir être spectateurs des plans de licenciement. Qu'a dit François Fillon? La seule chose qu'il a dite, c'est oui. Pendant 5 ans, on s'est battu sur chacun des plans sociaux pour essayer de les empêcher. Et ce volontarisme industriel, je l'ai vécu, y compris moi, sur mon territoire. Mais pourtant, Xavier Bertrand, lui qui était aux affaires sociales, dit « j'ai pas le souvenir de ça ». Et pourtant, il est dans le même camp que vous au sein de l'UMP, pour François Fillon. Oui, sauf qu'à l'époque, moi, j'étais secrétaire d'État à l'emploi. Et je me souviens très bien de cette bataille au premier moment où se déroulent ces sujets-là. Les premiers moments où on a cette industrie automobile qui craquelle. Mais si vous me permettez, j'ai aussi un souvenir personnel, qui était l'industrie Le Jaby, sur mon département de la Haute-Loire. Oui, il y a eu un volontarisme. Oui, il y a eu une volonté d'empêcher des destructions et des pertes d'emplois. Je ne comprends même pas que M. Harlem Désir soit étonné qu'un gouvernement se batte pour essayer de sauver des emplois. Mais c'est, j'ai envie de le dire simplement, hein, c'est à la mesure de ce qu'est aujourd'hui l'impuissance et au fond l'inaction de Hollande et de Ayrault. Alors, précisément, Jean-Marc Ayrault, lui aussi, s'est insurgé contre cela. C'était à la tribune du Parti Socialiste. Ça fait beaucoup de gens qui s'insurgent au congrès du Parti Socialiste. On va écouter. Et combien d'autres plans sociaux retardés pour un plan avoué? Quel cynisme, quel mépris du peuple et du monde du travail! C'est la vieille droite bourgeoise dont le pays ne veut plus. Droite bourgeoise. Ça veut dire quoi? Non mais, enfin, pardonnez-moi, mais c'est presque grotesque. Vous avez au même moment des difficultés chez Alstom. Vous avez des sujets sur PSA. On a des inquiétudes pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir garder de notre entreprise. On attend l'action du gouvernement sur Florange. Et voilà Jean-Marc Ayrault qui, lui, regarde dans le rétroviseur. Mais je pense que ce qu'attendaient les militants du Parti Socialiste, ce que moi j'attends en tant que Français, ce qu'attendent les gens de Haute-Loire et de France, c'est quoi? C'est un Premier ministre qui explique ce qu'il va faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une droite bourgeoise? Mais honnêtement, que Jean-Marc Ayrault fasse le ménage devant sa porte, que maintenant il soit dans le travail. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une droite d'un Premier ministre. Une droite qui n'a pas su écouter les Français, qui réclamait davantage de justice sociale. Je vais répondre très clairement, Monsieur Mazerolle, et je vais être droit et très direct sur le sujet. Qu'est-ce qu'est en train de faire ce gouvernement socialiste qui nous qualifie de droite bourgeoise? Il est en train de faire le coup de matraquage fiscal le plus dur que les classes moyennes et les familles modestes de France n'aient jamais connu. Et c'est ce Jean-Marc Ayrault qui vient nous expliquer que la droite est une droite bourgeoise. Alors vous aurez un débat là-dessus d'ailleurs avec Jean-Marie Le Guen tout à l'heure. Bien sûr, mais souvenez-vous,
Qu'avait dit Jean-Marc Ayrault? Vous en avez sûrement gardé un souvenir. Sur le plateau de télévision, il avait expliqué quoi? 9 Français sur 10 ne seront pas touchés par mes hausses d'impôts. C'est lui qui nous traite de droite bourgeoise? Lui qui augmente de 3% les cotisations sur les retraités en les qualifiant de privilégiés? Lui qui fait sauter les heures supplémentaires, on y reviendra peut-être? Lui qui gèle l'impôt sur le revenu pour les plus modestes? Lui qui augmente les charges sur les salariés pour financer une réforme des retraites qu'il a arrêtée? C'est ce Jean-Marc Ayrault qui traite les autres partis de bourgeoisie. Honnêtement, c'est incompréhensible. Enfin, je comprends qu'ils sont en grande difficulté et qu'ils cherchent à se refaire en dénigrant les autres et à faire des effets de manche devant un congrès de militants. Mais ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas au niveau du costume. Tout de même, est-ce que finalement, vous n'avez pas été puni à droite par l'absence justement de prise en compte de cette demande de justice sociale de la part des Français? Je voudrais vous faire entendre, vous-même d'ailleurs, c'était sur ce plateau le 8 mai 2011. Quelle est pour moi la principale injustice dans notre pays? C'est que celui qui travaille n'est pas un véritable écart avec celui qui bénéficie des minima sociaux. Cette situation-là est pour moi le cancer de la société française. Est-ce qu'avec des propos comme cela, vous n'avez pas justement poussé finalement ceux qui étaient démunis à voter à gauche? Je pense qu'en tout cas, sur ce sujet-là, oui. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'en 5 ans, on a tout bien fait. Vous le savez, moi, j'ai regretté la façon dont on a mis en place le RSA. J'ai regretté qu'on ne soit pas allé plus loin sur la différence entre les revenus du travail et les revenus de la solidarité. Et je milite aux côtés de François Fillon, avec la droite sociale, pour que précisément la droite affirme sa vision du social. Une vision dans laquelle on défend les classes moyennes et une vision dans laquelle on a cette attention à la France qui travaille. Donc oui, bien sûr. Et je crois que dans notre travail de réflexion, dans la reconstruction politique de la droite, ce sujet-là sera majeur. Quel est le discours qui est tenu par la droite sur les questions sociales et précisément sur l'équilibre de notre système social par rapport à ceux qui travaillent? À l'époque, François Fillon, vous avez repris de voler. Vous êtes avec lui aujourd'hui. Finalement, quoi, vous aviez raison trop tôt? Non, je pense que... Enfin, vous le savez, j'ai toujours considéré que la vocation d'un élu, c'était de mettre des sujets sur la table, d'avoir le courage parfois de secouer la poussière. Ce que m'avait reproché François Fillon, et au fond avec raison, c'était pas de mettre le sujet sur la table. Mais lui devait faire l'arbitrage et le ménage à l'intérieur de son gouvernement entre des ministres qui étaient de positions et de sensibilités différentes. Il avait d'ailleurs rappelé à l'ordre aussi Roselyne Bachelot qui avait critiqué la mesure. Mais ce n'était pas une correction sur le fond de la mesure. Et précisément, on est parfaitement en ligne autour de François Fillon sur des propositions simples. Demander qu'en contrepartie du RSA, il y ait systématiquement 5 à 7 heures de travail d'intérêt général. Demander qu'on revoie notre système de protection sociale pour qu'il y ait des droits mais des devoirs. Faire en sorte que l'assurance chômage ne fonctionne pas comme ça de façon automatique, mais en contrepartie de formations qui sont suivies par les demandeurs d'emploi. À l'époque, vous aviez été soutenu par Jean-François Copé, qui avait dit « mais quand même, on ne va pas tomber sur la tête de quelqu'un qui ose proposer des idées ». Et d'ailleurs, le même Jean-François Copé avait, lui, un peu plus tard, émis l'idée qu'on supprime les 35 heures, et lui aussi, il avait subi les foudres de François Fillon. On écoute la réaction de Jean-François Copé quand il apprend que François Fillon maintenant est pour la suppression des 35 heures, et on réécoute ce qu'avait dit François Fillon, c'était au vœu adressé à la presse au début de 2011. Je suis très heureux qu'il me rejoigne sur cette position, puisque je la défends depuis 3 ans maintenant, et je me souviens quand j'ai évoqué l'idée de supprimer les 35 heures, mes amis du gouvernement, et parfois à un niveau très élevé, m'ont brocardé à un point que vous n'imaginez pas. 35 heures ne résoudrait donc que partiellement le problème du coût du travail de ces emplois peu qualifiés. Je veux donc dire aux entreprises qu'il est hors de question de remettre en cause ces allègements qui sont un élément clé de notre compétitivité. Vous vous rendez compte, non seulement il dit qu'il ne le fera pas, mais en plus il dit que les 35 heures sont un des éléments clés de notre compétitivité. Monsieur Mazerolle, vous êtes un journaliste redoutable. Non. Vos services vont chercher à exhumer des vidéos avec un talent incontesté. Mais là, pardonnez-moi, vous avez coupé un peu trop. Parce que ce que disait François Fillon à l'époque n'était pas du tout ça. Ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas remettre en cause les allègements de charges sur les entreprises. Et il était positionné sur le débat qui était comment est-ce qu'on garde les emplois chez nous, comment est-ce qu'on fait que le coût du travail ne soit pas trop élevé. Sur les 35 heures, il a toujours eu la même position. Il l'a exprimé en 2002 auprès de Jacques Chirac. Il l'a écrit dans un livre... Mais une fois Premier ministre, voilà ce qu'il dit. Il l'a écrit dans un livre en 2005. Il a travaillé avec Nicolas Sarkozy sur les heures sup. Et objectivement, qu'est-ce qui compte pour les Français? C'est pas de savoir qui l'a dit en premier. Qu'est-ce qui compte? C'est pas de savoir si j'ai eu du courage quand j'ai posé la question du RSA. Ce qui compte, c'est que ça bouge.
Ce qui compte, c'est que précisément... Et justement, ils disent, est-ce que ça ne bougera pas mieux avec Jean-François Copé qu'avec François Fillon? Alors, sur ce sujet-là, si vous voulez que je réponde à la question rapidement, de savoir... parce qu'on va reparler en plus du débat au sein de l'UMP après, mais finalement, on peut se poser la question, est-ce que Jean-François Copé, c'est pas celui qui fait bouger davantage les choses que ne le fait François Fillon? Non, pour une raison simple. C'est que la question, c'est pas juste de prendre une position à la va-vite. C'est pas juste de faire un coup de marketing une fois. C'est d'avoir une cohérence d'ensemble. Or, moi, ce que je retrouve dans la vision de François Fillon, c'est une cohérence d'ensemble. Un vrai discours structuré sur le social, l'économique, le lien républicain. C'est ça qui me plaît. Tout de même, est-ce que vous n'êtes pas frappé également de voir actuellement que le ministre le plus populaire au sein du gouvernement, c'est Manuel Valls? Et non seulement il est le plus populaire au sein du gouvernement, mais pour la première fois dans l'histoire du sondage IFOP Paris Match sur la popularité des hommes politiques, c'est un ministre en place qui occupe la première place, donc Manuel Valls. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous donner une leçon de politique, tout simplement en montrant que quand on n'œuvre pas uniquement dans l'idéologie, qu'on est conforme à ses idées, mais pas uniquement dans l'idéologie, qu'on est capable aussi de prendre en compte ce que disent d'autres partis politiques, eh bien, finalement, on obtient l'assentiment des Français? Alors, juste pour répondre à votre question, 2 éléments. D'abord, la première chose, moi, je jugerai Manuel Valls sur les résultats. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ses performances médiatiques ou sondagières, mais à l'arrivée. La sécurité se portera mieux ou moins bien? À l'arrivée, on règle les problèmes en Corse ou on ne les règle pas? À l'arrivée, on arrive à protéger notre pays contre des faits divers macabres qu'on a connus en série au cours des derniers mois ou non? Donc ma seule pierre de touche de l'évaluation de Manuel Valls, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas partisane, elle est juste de savoir est-ce qu'il fait le job et est-ce qu'on a des résultats. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, moi, je ne fais pas partie des idéologues de mon parti. Je ne fais pas partie de ceux qui sont bornés à dire on a toujours raison et les autres ont toujours tort. Vous m'avez interrogé, je l'ai dit simplement. Je pense que sur le RSA, on a fait une erreur. Je pense qu'on aurait dû plus corriger les choses sur cette différence quand on était au pouvoir. Donc je suis le premier à reconnaître nos erreurs. Mais la question que vous posez, elle est plus tournée en direction des autres membres du gouvernement socialiste. Pourquoi, par exemple, cet acharnement à vouloir contester la question de la compétitivité dans notre France? Pourquoi cet acharnement à refuser la TVA sociale parce qu'elle a été proposée par Nicolas Sarkozy? Pourquoi cet acharnement à vouloir détruire les heures supplémentaires parce qu'elles ont été le fait d'un autre gouvernement? Donc oui, Monsieur Mazerolle, mais ce que vous dénoncez, c'est au fond le travail actuel, et je vais finir là-dessus, du gouvernement, qui ne fait pas un travail de construction, mais qui fait un travail de déconstruction de tout ce qui a été mis en place avant eux. Or, la déconstruction, c'est pas ça qui sortira notre pays de la crise. Mais dès qu'une idée vient de la gauche, par exemple, Harlem Désir disait aujourd'hui, nous allons rester fidèles à nos valeurs sur le mariage homosexuel, sur le droit de vote des étrangers. Et là, on entend les cris d'orfraie de la droite. Mais pourquoi ne pas entrer dans une discussion, tout simplement? Non, mais juste pardonnez-moi, mais il y a quand même des sujets de conviction. Par exemple, sur les emplois d'avenir. Qu'il y ait des emplois d'avenir ne me choque pas. Qu'on recourt au contrat aidé ne me dérange pas. Par exemple, sur la Banque publique d'investissement, que le Parti socialiste essaye d'améliorer ce qui a été mis en place avec Oseo ne me dérange pas. Mais ne me demandez pas de signer en bas à droite sur le droit de vote des étrangers ou sur le principe d'adoption par des couples homosexuels. Parce que là, oui, enfin, je vous le dis simplement, ce n'est pas une question d'idéologie. Mais c'est une bêtise d'origine ou bien ça mérite discussion? Non, mais M. Mazerolle, ce n'est pas une question de bêtise d'origine, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction intime. Les politiques ne sont pas juste des pantomimes où on peut s'échanger les arguments entre la gauche et la droite. Il y a des sujets qui sont des sujets de vision de la famille, le refus du communautarisme, une certaine conception de la République. Voilà, enfin, moi, ce qui m'intéresse en politique, c'est aussi d'avoir un certain nombre de convictions. Je vous ai exposé une de celles qui est pour moi majeure, la défense des classes moyennes, le refus de l'assistanat, le refus de confondre le social et l'assistanat. C'est des convictions que je ne suis pas prêt à troquer. Après, je suis capable d'écouter, évidemment, des arguments. S'il y a une politique qui est faite pour améliorer le retour au travail, évidemment que je le regarderai. Ah, ça va dans votre sens, évidemment. Oui, mais enfin, par exemple, sur la Banque publique d'investissement, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais heureusement, oui, il y a des différences. Et au fond, qu'est-ce qui est gênant, là, dans ce qui est en train de se passer? Si on prend un peu de champ, c'est qu'on a le sentiment que le Parti socialiste conduit ce que j'appelle une politique de la France la tête à l'envers. Il serait nécessaire de changer et d'adapter le pays sur le terrain économique pour préserver nos emplois. On l'a évoqué, par exemple, avec ces polémiques autour des plans sociaux. Et là, ils ne font rien. Rien ne change, rien ne bouge. À l'inverse, sur le terrain social, où une France en crise aurait besoin d'avoir des repères forts, là, ils font tout bouger. Sur la conception de la famille, sur le vote des étrangers. Et donc, au fond, là où il faudrait tout garder, ils bouleversent tous les repères de la France. Et là où, à l'inverse, il faudrait adapter notre pays, ils ne font aucun changement. C'est ça, profondément,
qui me gêne. C'est qu'ils sont en train de conduire pour moi une politique qui est la tête à l'envers, ce que j'appelle d'une certaine manière une politique de gribouille. Donc, sur la gauche, c'est très clair. En même temps, à côté de vous, légèrement à gauche par rapport à vous, mais toujours à droite, il y a la résurrection de l'UDF avec l'UDI de Jean-Louis Borloo. Et là, ça a l'air de vous gêner, alors qu'en fait, on remarque que la droite a gagné une seule élection avec un parti unique, c'est l'élection présidentielle de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Tout le reste, il y a eu des défaites. Alors, est-ce que finalement, c'est pas mieux d'avoir deux partis qui représentent chacun une famille de la droite plutôt que d'avoir un parti unique? Monsieur Mazerolle, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'en 2002, on a gagné. Sauf que François Bayrou n'était pas encore passé complètement quand même, c'est la première fois qu'on crée d'ailleurs l'Union en mouvement et qui est le premier rassemblement de la droite. François Bayrou s'est rallié à vous au deuxième tour. Moi, j'ai toujours tendance à préférer le rassemblement à la division. Et je vais aller au bout de la question qui est derrière la question. Au fond, pour l'UMP aujourd'hui, il y a un vrai risque, qui est un risque d'écartèlement. Entre d'un côté la pression du FN et de l'autre la reconstitution d'un centre. Pour moi, et c'est un des aspects essentiels de mon choix aussi, François Fillon est le candidat garant de l'unité de notre parti. Parce que c'est celui qui est capable de garder un positionnement équilibré à notre parti. Et les soutiens dont il vient de bénéficier au cours des dernières semaines le montrent clairement. Des soutiens qui vont de Christian Estrosi à Xavier Bertrand, qui vont de Bernard Accoyer à Pierre Méniory. Il est le meilleur garant que précisément, ce qui est votre question, l'UMP ne volera pas en éclats. Et qu'on sera capable de garder un spectre qui sera large. Est-ce que c'est la bonne formule pour que la droite remporte une élection? Oui, pourquoi? Parce que dans un pays qui est en crise, les Français ne supportent pas les petites querelles politiciennes dont ils ont l'impression, précisément, c'est aussi là-dessus que vous m'interrogez, qu'elles ne sont pas sous-tendues par des vraies convictions. Et c'est pour ça que je crois profondément à un projet qui est un projet d'un parti qui rassemble large, parce que ça épargne les petites divisions, parce que ça épargne les petites querelles, parce que ça permet de rassembler et d'avoir une vraie discussion. C'est pour ça que je porte aussi ce message de la droite sociale à l'intérieur de mon parti. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, et c'est un des risques dans les positionnements, y compris qu'on a vu dernièrement sur le racisme anti-blanc, c'est qu'au fond, notre parti ne devienne audible que sur les questions d'immigration, que les sujets d'immigration deviennent des monosujets pour nous. L'UMP doit continuer à porter une parole forte sur l'économique, sur le social, sur des terrains qui sont beaucoup plus larges que le seul spectre sécuritaire et d'immigration. Une France en crise a besoin d'une réponse d'ensemble. C'est ce que François Fillon peut apporter, c'est ce que j'appelle une droite assumée, mais responsable, qui assume ses convictions, mais sans caricature. On marque une pause et puis vous allez répondre à des questions de militants de l'UMP que nous avons enregistrées. Avec plaisir.